Bonjour et bienvenue à ce webinaire Guérir après une rupture, 3 étapes clés pour se reconstruire et retrouver la joie. Donc en fait, le programme pour ce webinaire, je vais commencer par vous parler de mon parcours, un petit peu de qui je suis et comment je suis arrivée devant vous ce soir et à faire ce que je fais, écriture, coaching, etc. Et puis on parlera bien sûr de la thématique du jour qui est la rupture, comment se reconstruire après une rupture. Il y aura une séance de coaching et une pratique à la fin, que ça peut être une méditation. Voilà, ça va être en gros ça généralement le format de ces webinaires, de ces rencontres. Alors, mon parcours. Alors, peut-être que les gens me connaissent un petit peu dans le monde de l'écriture. Donc, on sait souvent que j'ai écrit les romans La Quête, puisque ce sont mes livres qui sont les plus connus, hein. Le tome 1 de La Quête a plus de 2000 ventes. Il s'est vendu à plus de 2000 exemplaires, par exemple. Je suis aussi coach de vie. J'ai écrit aussi des livres, Inspiration vagabonde, qui sont des recueils de réflexions sur la vie, sur l'amour, sur notre rapport à la vie, notre rapport à l'amour. Mais c'est vrai que j'ai pas toujours été dans le milieu du coaching et de l'écriture. En fait, j'ai commencé mon parcours après un diplôme d'ingénieur et un master en finance de marché. J'ai commencé mon parcours sur les marchés financiers à Londres. Donc, j'ai commencé en salle de marché. J'étais junior risk manager, donc gestionnaire des risques de marché junior. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fait quelques temps sur les marchés financiers en banque d'investissement. Euh, voilà, donc au début, c'était génial, l'excitation, l'énergie des marchés financiers, le travail en salle de marché, c'est quand même un environnement qui est très particulier. Voilà, donc c'était un rêve qui était devenu réalité. Mais je veux dire, au bout de quelques années, les lumières des marchés financiers sont devenues bien pâles, bien un petit peu glauques en tout cas pour moi, et je ne me sentais plus à ma place, plus alignée avec le milieu dans lequel j'étais, avec ce que je faisais. Voilà, donc la crise est arrivée 2008-2009. La banque pour laquelle je travaillais, Merrill Lynch, s'est fait racheter par Bank of America. Il y a eu des licenciements massifs dont j'ai fait partie. Et donc j'ai pris mon petit package qu'on me tendait pour pouvoir gentiment prendre la porte. Et je suis partie en quête de moi-même parce que ça faisait un moment aussi que je me demandais est-ce que je devais démissionner, mais en même temps il y avait l'aspect financier des choses et tout. Et donc j'ai vu ça comme l'opportunité de partir un peu en quête de moi-même. Donc j'ai essayé plein de choses. Je me suis beaucoup perdue. J'ai essayé de lancer des business en immobilier qui n'ont pas fonctionné, etc. Et en fait les choses ont véritablement changé. Je me suis commencé, on va dire, à me trouver quand j'ai appris à me connecter à mon intuition. Et donc ça, connecté à mon intuition, à mon monde intérieur, ça a ouvert tout un pan, que ce soit dans la connaissance de mes schémas, de mes schémas égotiques, etc., de mes dysfonctions, et que ce soit aussi dans ce qu'il y avait de plus lumineux, de plus beau, ce qui avait besoin d'émerger en moi, c'est-à-dire par exemple le coaching, l'écriture. J'ai même eu une séance, une partie où je faisais de la naturopathie. Donc je suis vraiment allée en quête de moi-même et tout ça a fait que je suis arrivée, eh bien, devant vous aujourd'hui. Donc tout ça, bien sûr, ne s'est pas fait sans heurts, sans peine, etc. Donc mon parcours n'est pas du tout lisse. Pourquoi j'ai aussi choisi de vous parler ce soir de comment s'en remettre après une rupture? Parce que j'ai un petit peu d'expérience en la matière. Après un divorce et plusieurs séparations, dont une vraiment après des trahisons fortes, hein, des trahisons répétées, hein, puisque à l'époque mon partenaire m'avait trompé pas qu'une fois, mais plusieurs fois. C'est une période de presque un an. Donc voilà, j'ai appris, voilà, j'ai eu mes petites expériences qui ont été souvent douloureuses et comment j'en suis arrivée à, à en ressortir grandie, à même garder un bon contact avec mes ex, hein. Euh, on ne se voit pas, bien sûr, on ne s'appelle pas tous les jours, on ne s'appelle pas régulièrement, mais si je les vois dans la rue, j'aurais plaisir à les rencontrer, à les voir et je leur souhaite vraiment du plus profond du cœur le meilleur. Mais tout ça ne s'est pas fait. euh, Comme ça. Tout ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Il y a eu tout un processus dont on va parler aujourd'hui. Donc, voilà. Alors, donc on va commencer.
Donc, on va parler justement de ces trois étapes qui sont larges, hein, trois clés, trois phases, on va dire, mais elles ne sont pas linéaires, hein, c'est pas une après l'autre, etc. En fait, on- tout au long du processus de guérison après une rupture, on va aller taper dans toutes ces étapes. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas une qui est consécutive à l'autre. On va évoluer. Parfois, on va dans l'une et on revient dans l'autre. C'est pas un parcours qui est lisse. Mais bon, pour les besoins justement de cette présentation, j'ai un peu segmenté les choses. Mais bien sûr, ce n'est pas linéaire. Donc, la première phase, ou en tout cas la première clé, c'est la gestion des émotions. Puisque bien sûr, quand on va vivre une rupture, et a fortiori si on n'en est pas à l'origine, si ce n'est pas quelque chose que l'on a voulu désirer, on va être, on va tomber dans un turmoil, comme les Anglais disent. On va tomber dans, voilà, plein d'émotions vont remonter. Il peut y avoir de la colère, de la tristesse, du ressentiment, etc., en fonction des conditions, justement, de la rupture, etc. Et l'accueil des émotions, c'est vraiment la première phase. Et c'est une phase essentielle parce que c'est une phase qui permet aussi d'aller comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et puis, c'est une phase nécessaire aussi dans notre période de croissance. Donc, l'observation des sensations corporelles. Et ça va passer par l'observation des sensations corporelles, puisqu'en fait, beaucoup de choses se passent dans le corps. Donc, quand on ressent de la colère, quand on ressent de la tristesse, même parfois, on a l'impression que c'est dans la tête parce qu'on réfléchit beaucoup, mais c'est important de redescendre dans le corps pour accueillir ce qui est. Et donc, par exemple, je vais vous encourager si vous passez par des moments difficiles, eh ben, de fermer les yeux et de vous connecter à votre corps et de voir ce que vous ressentez comme sensation par rapport au problème que vous avez. Ça peut être par rapport à la rupture ou même un problème en général, hein. Ce n'est pas que limité à la... Observez les sensations que vous avez. Est-ce que vous avez une boule au ventre? Où est la sensation? Dans quelle zone elle se situe? Euh, Quelle forme elle a? Est-ce qu'elle est ronde? Quelle texture elle a? Ça peut être une boule qui est dure ou une espèce de magma qui est bouillant, etc. Ou quelque chose de dur et de froid. Quelle forme? Quelle texture? Quelle couleur? Observez la forme, la sensation. Et le fait de lui donner forme, texture, couleur, ça permet de rentrer et comme si on commence à délimiter un petit peu les choses. Parfois, c'est un petit peu confus. Ça permet de délimiter les choses. Et une fois qu'on a observé un petit peu la forme, la texture, la couleur, on écoute le message de la sensation. On se dit, OK, si cette sensation avait une bouche, qu'est-ce qu'elle me dirait? Et on lui dit, je t'écoute, parle-moi. Et là, on va commencer à ressentir des choses, à voir des choses qui remontent, à comprendre ce que l'on vit. Pour vous donner un exemple, j'ai fait cet exercice après, justement, après, quand j'ai découvert que mon partenaire de l'époque m'avait trompé, non pas une fois, mais quasiment 10 fois sur une période enfin une dizaine de fois sur une période d'un an, j'avais une colère comme je n'avais jamais ressenti ça. Une colère qui me donnait des maux de tête, une colère, mais limite presque de la rage. Et au bout d'un moment, je me disais, c'est pas possible, c'est tellement intense, ça ne peut pas être dû qu'à la situation actuelle. Et quand je suis allée au contact de mon corps, de mes sensations, je me suis rendu compte que la situation, cette infidélité faisait remonter des blessures qui étaient beaucoup plus profondes, puisque en fait, c'est comme si ça avait aussi réveillé des blessures par rapport à mon père, puisque quand j'étais enfant, j'avais le sentiment que de pas être assez bien pour mon père, qu'il ne m'aimait pas vraiment, qu'il s'occupait de moi par sens du devoir plus que par amour. C'était absolument faux, hein. Bien sûr, mon père m'aimait énormément, mais à l'époque, j'avais eu ça. Donc, j'avais toutes ces blessures à l'intérieur de moi qui remontaient en même temps, qui se surajoutaient. Et c'est pour ça que j'avais toute cette colère, ce ressentiment, cette tristesse. C'est parce qu'en fait, le fait que, le fait qu'il m'ait trompé, en fait, je l'ai vécu comme un rejet de moi-même. Je l'ai vécu, bien sûr, comme une trahison, mais aussi comme une façon, comme une autre façon de me dire, t'es pas assez bien pour moi, t'es pas assez bien pour être aimé, voilà, je suis pas assez bien pour qu'un homme m'aime. Et toutes ces croyances, tout ce vécu est remonté. Et c'est pour ça que j'avais des colères qui étaient énormes. Des choses que je n'avais pas pu exprimer depuis des années sont remontées.
Et donc, c'est pour ça que, voilà, c'est important, cet accueil des émotions, parce que c'est là où vraiment vous allez apprendre des choses qui sont importantes sur votre passé, sur vos schémas égotiques, etc. Pour vous aider aussi dans l'expression, vous pouvez utiliser des choses comme du journaling, de l'écriture automatique, de l'art. C'est important d'exprimer les choses de façon saine. Donc, écrire une lettre, voilà, écrire beaucoup pour sortir les émotions de façon saine. Parce que crier, gueuler sur la personne, c'est pas toujours la façon la plus saine non plus d'extérioriser les choses, même si c'est normal, et c'est tout à fait normal de ressentir de la colère. Tout ce que l'on ressent est tout à fait normal. Les émotions ont parfaitement leur place, quelles qu'elles soient. Le tout, c'est de les accueillir et en fait de les utiliser comme un moyen de comprendre ce qui arrive. Ça permet aussi d'aller vers plus d'acceptation, vous voyez? Parce que souvent, dans les dans les phases de séparation, on passe par des phases de deuil. Le deuil des et si notamment, ça va être important, puisqu'à un moment, on va se dire, et si j'avais dit ça, et si j'avais pas fait ça, peut-être qu'on aurait pu être ensemble. Ou bien si je changeais maintenant, est-ce qu'on pourrait revenir ensemble? On se dit plein de films sur ce qu'on aurait pu faire ou ce qu'on pourrait faire maintenant pour que ce soit différent. Et donc la phase d'acceptation va passer par une phase de deuil de ces ici, mais aussi un deuil de ce qu'aurait pu être la relation. Parce que souvent, quand on est en relation encore avec la personne, voilà, on se projette dans un futur, on pense que la relation pourrait évoluer vers ça. Et donc, on a tout un monde qu'on construit, des rêves que l'on construit avec cette personne, un futur que l'on construit avec cette personne. Et donc, il faut aussi faire le deuil de ces rêves et accepter que la relation, elle s'est déroulée exactement comme elle aurait dû se dérouler et la rupture et la suite est tout à fait normale, dans le sens où elle est arrivée parce qu'elle devait arriver. En fait, les choses se passent comme elles devaient se passer en fonction de nos niveaux de conscience. C'est facile de dire, mon Dieu, si j'avais su, j'aurais fait différemment, etc. Mais en fait, on fait toujours du mieux qu'on peut et l'autre fait toujours du mieux qu'il peut en fonction de notre niveau de conscience et de nos blessures, nos réactions, les choses que l'on a dites, les choses que l'on a faites, les choses que l'on n'a pas dites ou que l'on n'a pas faites sont toutes le résultat de notre compréhension du moment, notre compréhension de nous-mêmes. Donc, on ne pouvait pas faire mieux. On fait toujours du mieux qu'on peut. Et ça permet d'aller vers une acceptation. L'acceptation vient du fait d'accepter que, voilà, que la situation s'est faite du mieux qu'elle pouvait. Elle s'est faite exactement comme elle aurait dû être, dû se passer. Et qu'en fait, voilà, maintenant où j'en suis, j'arrête de me flageller, de me dire, d'essayer de trouver des films, d'essayer de générer des films où les choses auraient pu se faire autrement. Accepter que ça s'est fait exactement comme ça s'est fait. Et accepter aussi que l'autre a fait du mieux qu'il a pu avec avec toutes ses erreurs, de même que moi aussi avec toutes mes erreurs, avec même son infidélité, c'était le mieux qu'il avait pu faire. Et vous savez, ce qui m'a aidé à accepter ses infidélités à l'époque, c'est de comprendre que c'était pas contre moi. Même si j'avais le sentiment que le fait qu'il m'ait trompé, c'était contre moi, c'est parce qu'en fait, c'était un manque de respect de moi-même, c'était une trahison de moi-même. Je me suis rendu compte aussi qu'en fait, notre relation avait fait émerger de son côté ses propres souffrances, avait réveillé ses propres souffrances. Et la façon dont il avait géré la situation, eh ben, c'est en allant trouver du réconfort et en ayant des relations sexuelles avec cette femme et en ayant une forme de réconfort auprès de cette femme. C'est parce qu'il n'a pas su gérer avec maturité, c'est le mieux qu'il a pu faire, c'était sa façon à lui de gérer les émotions, les difficultés que notre relation a fait remonter chez lui. Parce que faut voir, c'est ce qu'il faut voir aussi, les, euh, les relations sont faites pour ça, pour nous permettre pour faire remonter les choses qui ont besoin d'être guéries chez nous. Les relations ne sont pas faites que pour avoir de l'amour, être dans la joie, etc. Elles sont faites pour nous envoyer vers plus d'amour, plus de croissance. Et pour nous envoyer vers plus d'amour, plus de croissance, plus de lumière, eh ben, elles vont réveiller nos blessures, elles vont révéler ce qui a besoin d'être guéri. C'est aussi ça le rôle des relations amoureuses. Donc, c'est important d'en tenir compte et de l'accepter. La deuxième chose, une deuxième phase, ou une deuxième clé importante
pour sortir guéri d'une relation, c'est de vraiment redéfinir le sens de la rupture. Donc, on va commencer par remettre en question les croyances limitantes inconscientes ou pas d'ailleurs, que l'on qui sont intervenues pendant qui sont remontées. Par exemple, pour vous donner mon exemple, après certaines ruptures, je me disais mon Dieu, j'ai encore raté une relation. Est-ce que je réussirai un jour à créer une relation qui soit belle et harmonieuse? Est-ce que voilà, peut-être que je suis pas faite pour les relations humaines, peut-être que je suis faite pour être célibataire. Voyons, on a plein de croyances comme ça. Les personnes se disent aussi souvent, l'amour c'est pour les autres, c'est pas pour moi. On va avoir un certain nombre de croyances qui sont fausses par rapport aux relations de couple, par rapport à soi, et c'est important de les remettre en question parce que ce n'est qu'une histoire. Et le fait de comprendre, justement, quand on va accueillir ces émotions, on va pouvoir comprendre d'où vient cette croyance, faire le lien avec son passé, son enfance, et vraiment la remettre en question. Est-ce que c'est vrai que je suis pas capable de créer une relation intime? Est-ce que c'est vrai que je suis pas faite pour les relations de couple? Est-ce que c'est vrai que je sais pas y faire, etc. Quelles que soient les croyances limitantes ou les croyances limitantes que vous avez après la relation de couple, discutez-les, remettez-les en question. Et aussi du point de vue, est-ce que cette croyance, elle me sert? Est-ce qu'elle m'aide à grandir, à m'épanouir? Voilà, comment est-ce que cette croyance me fait me sentir? Et surtout, qui je serais si cette croyance n'existait pas, si je ne l'avais pas? Et toutes ces questions-là vont être importantes pour aller faire du ménage. Parce qu'en fait, on n'est pas notre histoire, vous n'êtes pas votre histoire, vous n'êtes pas ses croyances, vous êtes un être lumineux, merveilleux, vous êtes un être spirituel qui est venu s'engager. Et toutes ces croyances, ces expériences, ce sont des créations, mais elles ne résument pas qui vous êtes. Elles ne résument pas ce que vous êtes capable de faire. Vous voyez, ça va être important aussi pour vous ouvrir à une prochaine relation. Parce que si vous avez l'intention d'être en couple de nouveau, tout ce travail sur les croyances va être important parce qu'en fait, ça vous permet de larguer des boulets au lieu de les rapporter dans votre prochaine relation. Ce qui va être important aussi, c'est de redéfinir le succès et l'échec. Euh, Par exemple, on se dit souvent que en fait que la relation est un échec parce qu'en fait elle s'est terminée. Et donc c'est comme si on associe le succès on définit le succès comme étant quelque chose sur la longue durée. Il faut que ça dure 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Si ça dure 2 ans, 3 ans, 5 ans, si ça se termine, c'est que c'est un échec. Et en fait, non, il faut considérer qu'une relation, le succès d'une relation, c'est pas sa durée, mais c'est qui l'on devient grâce à cette relation. Toutes les bénédictions qu'on a expérimentées pendant cette relation, c'est le chemin qui a été parcouru, ce sont les leçons qui ont été acquises et c'est la croissance que l'on a obtenue grâce à ça. Donc une rupture, ce n'est pas une punition, mais une opportunité de croissance et de grandir. Voilà. Et quand on commence à se dire, OK, maintenant je choisis de voir cette relation, cette rupture, non pas comme un échec, mais comme une opportunité de croissance, une opportunité d'en apprendre sur moi, une opportunité de devenir une version encore meilleure de moi, une opportunité de révéler encore plus qui je suis et d'être dans l'amour, c'est ce que l'on va créer. Et ça va nous permettre aussi, bien sûr, de réévaluer la fondation, des fondations qui sont dans notre vie et d'adopter des croyances qui sont des fondations pour notre empowerment, des fondations qui vont nous permettre de retrouver notre pouvoir. Voyez? Donc, j'ai une croyance fondation chez moi qui est tout concourt à mon bien, tout me sert. Et lors de la dernière relation qui s'est finie, je me suis dit, même au milieu de la tristesse, même au milieu des sentiments, je me disais, je vais ressortir de ça grandi. Parce que tout concourt à mon bien, tout me sert. Toutes les difficultés me servent. Et j'ai vécu cette relation non pas par hasard, mais pour qu'elle puisse me permettre de grandir. Et même si je ne sais pas encore comment je vais y arriver, je pose cette intention. Je sais que tout concourt à mon bien et tout me sert. Et ça, c'est une fondation importante dans ma vie. Donc, quelle est votre fondation? Parce que, est-ce que c'est une fondation qui est ancrée dans une position de victime, hein? Voilà, les hommes, de toute façon, les hommes sont toujours ainsi. On ne peut pas faire confiance aux hommes. Est-ce que dans la fondation
de votre vie ou de votre vie de couple, c'est que on peut pas faire confiance aux hommes, que les hommes ne, voilà, les hommes sont coureurs ou que les hommes ne sont pas dignes, voilà, de votre respect. Voilà, parfois on a des croyances qui sont très très dures envers le sexe opposé. Bon, dites-vous, si vous êtes une femme, dites-vous, ben, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Je vous dis, les hommes sont. Voilà, voilà, les hommes sont. Être en couple, c'est. Qu'est-ce qui vous vient en premier à l'esprit? Sans réfléchir, sans rationaliser. Voilà. Donc, observez ce qui vient. Et si c'est quelque chose qui ne vous sert pas, qui est négatif, cherchez d'où ça vient et remettez ça en question. Vous voyez? Par exemple, pour vous donner un exemple, après une de mes relations, j'avais du mal à attirer des personnes qui s'engagent. Je n'attirais que des hommes qui ne voulaient des relations, enfin, courtes, qui ne voulaient pas s'engager, qui voulaient des choses juste pour le fun. Et au bout de la troisième personne, je me suis dit quand même, Peggy, le dénominateur commun de tous tes problèmes, c'est toi. Donc, t'arrêtes pas d'attirer des hommes qui ne veulent pas s'engager. C'est que toi, quelque part, ça vient de toi. Quel est ton rapport à l'engagement? Et quand je retournais, au lieu de pointer le doigt vers l'extérieur, j'ai retourné le doigt vers moi. Et je me suis dit, OK, quel est ton rapport à l'engagement? Eh bien, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais peur moi-même de m'engager parce que j'avais peur de souffrir encore. Donc, comme j'avais cette peur de m'engager, cette peur de souffrir qui n'avait pas été guérie, ben, j'attirais des hommes ben, qui me reflétaient ça, des hommes qui étaient dans cette dynamique. Et à partir du moment où j'ai fait le travail, où j'ai guéri ça, eh bien, j'ai enfin pu attirer quelqu'un avec qui j'ai eu une relation longue. Voilà. Et une chose importante aussi, c'est de prendre sa part de responsabilité. Prendre sa part de responsabilité, pourquoi? Parce que ben, on va passer de victime à créateur. Euh, donc, et commencer à se demander comment j'ai contribué à cette rupture. Parce que je sais que c'est difficile, je sais qu'on peut se dire, même si c'est l'autre qui a demandé la rupture d'ailleurs, hein, comment ai-je contribué à cette rupture? Puisqu'une relation, il faut le voir que c'est une belle plante qui pousse dans un terreau. Et le terreau, deux personnes créent ce terreau, deux personnes alimentent ce terreau, deux personnes nourrissent, donnent de l'eau, de la lumière à cette plante et à ce terreau. Donc, allez voir comment vous avez contribué à cette rupture. Par exemple, lors de ma dernière rupture, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, j'avais eu un schéma qui était un schéma de ne pas dire, de ne pas parler. J'ai beaucoup trop ravalé les choses. Je me disais en fait, je ne vais pas exprimer parce que tant que je n'aurai pas, voilà, je ne veux pas apparaître comme étant quelqu'un qui exprime et qui est dans la colère. Et j'ai beaucoup rentré la colère. Au lieu d'exprimer les choses, j'ai attendu que ça dégénère pour pouvoir en parler. Donc j'ai trop attendu. Je n'ai pas suffisamment posé de limites. Et je me suis rendu compte qu'il y a des moments où il avait fallu que je dise stop quand mon partenaire m'avait manqué de respect ou que les conversations avaient, entre guillemets, dégénéré. J'aurais dû mettre dire stop. J'aurais dû dire c'est inacceptable. Et je n'ai pas parlé, je n'ai pas verbalisé. J'ai attendu que ça passe, je me suis rapetissée. Un peu comme l'enfant qui face à son père, quand son père pique une colère, eh ben, elle se rapetisse et elle attend que ça passe. Alors qu'en fait, il fallait que j'affirme que c'était inacceptable. Vous voyez? Quelque chose que j'ai appris aussi avec cette relation, c'est que dans la vie, on n'a pas toujours ce que l'on veut, on a surtout ce que l'on tolère. Et quand on tolère l'inacceptable, on vit avec l'inacceptable. Voilà. Et c'est quelque chose qui m'a fallu du temps pour comprendre. Qu'en fait, il fallait que je verbalise plutôt et que j'exprime. Même si c'est même si c'est en écrit. Si vous ne pouvez pas tout de suite verbaliser, mais en tout cas à l'oral, moi je vais vous encourager à le faire, mais écrivez une lettre, envoyez un email, laissez un message audio, mais parlez. Et je me suis rendu compte que le fait que j'avais trop attendu, ça avait envenimé les choses. Il y a des moments aussi, il faut être clair, il faut poser des limites, il faut savoir se faire respecter. Parce que la plus grosse trahison, c'est la trahison à soi-même. Le plus gros manque de respect, c'est le manque de respect à soi-même. Parce qu'après, il faut vivre avec le fait qu'on n'a pas été debout pour soi, qu'on n'a pas été là pour soi. Et en fait, et parfois on projette cette colère sur l'autre parce qu'on trouve qu'il nous manque de respect. Mais combien de fois qu'on s'est manqué de respect? Combien de fois on s'est mise dans une situation où on a laissé l'autre nous manquer de respect, alors qu'en fait, il aurait fallu ben, dire stop, peut-être aussi partir,
Arrêtez de dire stop. C'est pas acceptable. Je ne supporte pas ça. Je te parlerai quand tu seras en mesure de parler et je me casse. Et je dis non. Je dis non et je me casse. Au lieu de rester là à subir. Voilà. Donc, c'est à vous de voir voilà, comment vous avez contribué à cette rupture. Peut-être que vous avez contribué à cette rupture en étant trop dans la personne qui était trop gentille, qui a trop fait passer les besoins des autres avant les siens. Vous voyez? Voilà, réfléchissez comment est-ce que vous avez contribué à cette rupture. Peut-être que vous avez été trop dans la fuite, dans le travail, pour éviter d'avoir fait face à ce qui se passait dans votre relation. Vous êtes beaucoup impliqué dans le travail, dans votre travail, dans votre activité professionnelle, ou vous êtes beaucoup occupé des enfants et vous avez délaissé votre couple. Donc, réfléchissez à comment vous avez contribué à créer cette rupture, comment vous avez contribué à faire que le terreau s'est dégradé. Tout ça, ça va être important, cette prise de responsabilité, parce que ça va réduire aussi la peur d'ouvrir votre cœur à nouveau et d'être dans une nouvelle relation. Parce que souvent, quand on a peur de sa prochaine relation, c'est parce qu'on n'a pas compris ce qu'on a fait qui a conduit à cette rupture. On n'a pas compris ce qu'on a fait qui a conduit à cette dégradation du terreau. Et on n'a pas compris, voilà, comment on a contribué. Alors que si on comprend quelle a été notre participation active et passive dans la situation, on peut se dire, OK, maintenant j'ai appris ça et la fois prochaine, ben, je ferai différemment. Et donc, ça nous met plus en confiance pour pouvoir aller vers une autre relation. Ça favorise bien sûr aussi la guérison et ça nous permet de reprendre notre pouvoir parce qu'on sait que on peut créer autre chose, tout simplement. Et on commence à prendre en main son bonheur. On devient acteur, actrice de son bonheur, de son épanouissement. Et quelque chose de très important, il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Voilà, il n'y a pas de véritable guérison sans responsabilité. Vous devez prendre la responsabilité de dire, OK, je vais guérir ça. Je vais guérir, quel que soit ce que c'est, je vais aller et je vais le guérir et je vais faire en sorte d'aller mieux. La troisième chose, bien sûr, c'est de cultiver l'amour et la bienveillance. Donc, choisir son bonheur, choisir de lâcher la colère et le ressentiment, choisir de guérir, comprendre ses attachements, choisir son bonheur. Vous voyez? Parce que il y a un moment où, après une rupture, on va ressentir des émotions. Ça peut être de la tristesse, de la colère. Mais il y a un moment où il va falloir laisser aller la colère, laisser aller la tristesse. Et c'est important de voir si on y est attaché. Je me suis rendu compte, par exemple, qu'en fait, je prolongeais ma souffrance en m'attachant à la colère. Pourquoi? Quand quand j'ai discuté avec cette colère, quand j'ai été vraiment honnête avec moi-même, je me suis rendu compte que c'était une façon de punir l'autre, mon ex. C'est-à-dire que je m'attachais à la colère parce que c'était une façon de lui dire, regarde comment je souffre. C'est de ta faute. C'est de ta faute si je souffre. Et c'était une façon de le punir lui. De maintenir la colère, c'est une façon de le punir lui. Et de lui montrer que j'étais pas bien, qu'il se rende compte que j'étais pas bien, et que ça lui fasse lui se sentir mal aussi. Donc parfois on s'attache à la colère et à les sentiments pour les mauvaises raisons. Et il y a un moment, j'ai dû choisir entre mon bien-être et le faire souffrir lui, ma paix, ma sérénité et quel que soit l'attachement que l'on a. Donc, allez voir si vous avez un attachement à une certaine colère, à un certain ressentiment, à une certaine vision du couple, ben, qu'est-ce que vous y gagnez? Et en général, on n'y gagne pas son bien-être et son bien-être, sa sérénité, sa paix intérieure. Et il y a un moment, il va falloir dire stop et dire je suis plus importante que le faire souffrir. Il va falloir laisser tomber cette histoire de vengeance aussi. Je suis plus importante que la vengeance. Mon bien-être est plus important que la vengeance. Ma, ma sérénité intérieure, ma paix, ma joie sont bien plus importants que la vengeance ou que de le faire souffrir ou de la faire souffrir. Donc, ça va être important de choisir son bonheur. Autre chose aussi, entamer un processus de pardon. Et le pardon, ce n'est pas un cadeau que l'on fait à l'autre, c'est surtout un cadeau que l'on se fait à soi. Le pardonner, en fait, c'est se libérer émotionnellement de tout, des attachements, de la colère, de la souffrance, de la peine pour pouvoir rayonner. Ça ne signifie pas qu'on cautionne tous les actes de l'autre. Ça signifie simplement qu'on a accepté et qu'on s'est libéré de la souffrance. Les faits sont les faits
et on ne porte plus en nous cette douleur, cette souffrance, qui se fait que si on voit son ex passer dans la rue, on va pas avoir mal au ventre, on va pas vivre avec du ressentiment, de la colère, de la haine, on aura laissé aller tout ça. On se sera libéré de ces poids que sont la colère et la tristesse. Et surtout, on se sera aussi libéré du poids physique, hein, parce que quand on a toute cette tristesse, cette colère, ça a un impact sur notre santé physique. Moi, ça me donnait des maux de tête, des maux de ventre. À un moment, j'avais des colères qui étaient si fortes que j'avais des migraines, j'avais des maux de tête, et je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux pas continuer comme ça. Donc, c'est important de pardonner. Et je le fais avec mes clientes. C'est l'une des choses les plus belles et un des processus les plus forts que je fais vivre à mes clientes. C'est de passer par ces libérations émotionnelles. Et elles me disent souvent qu'en fait, c'est l'une des choses les plus marquantes de mon accompagnement, c'est cette libération émotionnelle parce qu'on ne se rend pas compte à quel point on peut revivre derrière, on se rend compte de la légèreté et on se rend compte de tout l'amour qui est derrière et aussi pratiquer la gratitude. Donc, remercier pour les leçons apprises. Même si au début, on n'est pas au niveau de remercier son ex pour ce qu'il nous a apporté dans notre vie. Et c'est important, on va y arriver. Mais on peut déjà commencer par remercier la situation pour les leçons qu'on a apprises, ce qu'on a découvert sur soi, la guérison qu'on a eue. Pour aller vers même, je remercie mon ex d'être venu dans ma vie parce qu'il m'a permis de guérir telle blessure, il m'a permis de grandir et d'apprendre telle chose sur moi. Je remercie pour la croissance. Je remercie pour le divin parce que tout concourt à mon bien, que cette relation, même si elle a été difficile, ben, elle a fait que je suis une femme plus forte. Elle a fait que je suis une femme plus aimante. Elle a fait que je suis une femme plus rayonnante, plus épanouie. Et je vais vers la croissance et la réalisation de qui je suis en puissance, en beauté et en amour. Donc, merci, merci, merci. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous sur ces trois étapes, ces trois clés, ces trois phases qui sont importantes pour pouvoir rayonner après une rupture. Donc, pour terminer, on va faire une petite méditation. On va faire une petite méditation et je vais vous inviter à fermer les yeux et à vous détendre. Donc, vous allez simplement inspirer et inspirer tout doucement. Encore une inspiration et une expiration lente. Vous fermez les yeux. Encore une inspiration lente et une expiration encore plus lente, cette fois-ci en observant l'air qui rentre et qui sort de vos narines. Donc, continuez à inspirer et à expirer en observant l'air qui rentre et qui sort de vos narines. Mettez les mains en position de prière contre votre chakra du cœur et fermez les yeux. Continuez de garder les yeux fermés et portez votre attention sur votre chakra couronne, sur votre couronne. Voilà, imaginez qu'il y a une belle lumière au niveau de votre couronne, une lumière qui rayonne. Et dites-vous, je suis cette lumière. J'ai un ego, j'ai des croyances, j'ai un corps, mais je suis cette lumière. Je suis cette essence divine. J'ai des croyances, j'ai des limitations, j'ai des croyances limitantes, mais je suis infini. Mon essence est infinie. Je suis cette lumière. Continuez à porter votre attention sur, voilà, cette lumière qui est au niveau de votre couronne. Et maintenant, mettez les mains face à vous et vous allez imaginer quelqu'un que vous aimez se tient face à vous. Imaginez une personne que vous aimez face à vous. Ressentez l'amour que vous ressentez pour cette personne. Sentez tout l'amour dans votre cœur, tout l'amour que vous avez pour cette personne dans votre cœur. Et imaginez que tout l'amour, que vous lui envoyez tout cet amour à travers vos mains.
Imaginez que l'amour est comme une lumière rose qui part de votre cœur et qui sort de votre main, de vos mains et qui va et remplit cette personne de lumière rose d'amour. Voilà. Portez votre attention sur votre cœur, ressentez l'amour et imaginez que l'amour, voilà, traverse et ressort au niveau de vos mains et va remplir cette personne de, de tout, toute son aura, va remplir toute son aura d'amour. Cette personne baigne dans l'amour. Baignez cette personne de votre amour. Imaginez maintenant que la Terre est devant vous comme une petite boule. Vous imaginez que la Terre est comme une petite boule qui flotte devant vous. Depuis votre cœur, envoyez de l'amour à toute la Terre. Envoyez de la lumière à toute la Terre. Imaginez que la Terre est entourée, remplie de cette lumière rose d'amour. Imaginez aussi que vous êtes le canal d'une lumière divine. Au niveau de votre chakra couronne, vous pénètre une lumière divine, une lumière d'amour. Et cette lumière, envoyez-la. Elle passe par vos mains, elle ressort au niveau de vos mains et imaginez qu'elle inonde toute la terre de lumière d'amour. Une lumière qui est brillante. Toute la terre est remplie, entourée, remplie de lumière, brillante, scintillante. Donc imaginez la lumière au-dessus de votre tête, une lumière divine, une lumière d'amour. Cette lumière vous pénètre et ressort au niveau de vos mains et inonde toute la terre. Envoyez de la lumière d'amour à toutes les personnes sur terre, toutes les personnes qui souffrent, toutes les personnes qui en ont besoin, toutes les personnes sans exception. Qu'elles soient baignées d'amour, qu'elles soient en contact de leur cœur, qu'elles grandissent, qu'elles s'épanouissent, qu'elles reçoivent les bénédictions de l'amour, qu'elles soient elles-mêmes porteuses et actrices d'un amour et d'une paix sur terre. Envoyez cette lumière à toutes les personnes qui sont sur terre. Vous pouvez bien sûr imaginer que vous envoyez à une zone particulière, zone particulière de la terre, une zone peut-être qui est en guerre. Envoyez de l'amour à toutes ces personnes. Imaginez que la lumière part de votre tête et qu'elle traverse par vos mains et qu'elle inonde toute cette zone. Que cette zone soit remplie d'amour, de lumière, que toutes les personnes sur terre reçoivent une bénédiction d'amour, qu'elles en soient transformées, que leur cœur soit transformé, qu'elles s'ouvrent à l'amour et au cœur, qu'elles soient actrices, voilà, de l'amour et du plan divin. Continuez d'imaginer que vous envoyez de l'amour à toutes les personnes, de la lumière à toutes les personnes. Vous pouvez maintenant reposer vos mains sur vos cuisses et imaginez qu'il y a une flamme lumineuse au-dessus de votre tête, au niveau de votre chakra couronne. Ressentez l'amour dans votre cœur et envoyez cet amour jusque dans cette flamme qui est au-dessus de votre cœur. Donc, ressentez l'amour dans votre cœur et envoyez cet amour jusque dans la flamme au-dessus de votre tête. Cette flamme grandit et s'expanse. Ressentez l'amour dans votre cœur
et envoyez toute cette lumière dans la flamme au-dessus de votre chakra couronne. Cette flamme grandit, grandit et devient de plus en plus brillante, de plus en plus scintillante. Et ça, portez encore votre attention au niveau du cœur, ressentez l'amour, envoyez l'amour depuis votre cœur jusqu'à la flamme qui devient de plus en plus scintillante et de plus en plus brillante. Portez votre attention au niveau de cette flamme. Restez-y. Restez dans cette lumière brillante. Baignez dans cette lumière brillante. Vous êtes cette lumière brillante. Placez de nouveau vos mains au niveau de votre poitrine avec les paumes tournées vers l'extérieur et imaginez de nouveau la terre en face de vous. Imaginez que la terre est comme une petite boule en face de vous qui flotte. Envoyez-lui la lumière de nouveau. Laissez cette lumière qui vient de votre couronne, de cette divinité, et envoyez la lumière au niveau de la terre. Baignez la terre dans cette lumière. Imaginez que la lumière descend depuis votre couronne jusqu'à jusqu'à la terre, qu'elle l'englobe, qu'elle la remplit de lumière scintillante. Toujours les yeux fermés. Imaginez que vous envoyez plein de lumière, d'amour à la terre. Plein de lumière, d'amour à la terre. Vous pouvez aussi envoyer de la lumière aux personnes de votre entourage, aux personnes auxquelles vous tenez. Bénissez aussi vos projets. Si vous avez un projet qui vous tient à cœur, un livre, par exemple, un voyage, envoyez plein de lumière vers ce projet.
Soyez un outil de bénédiction pour vos projets, pour les autres, pour la terre, pour votre entourage. Que chacun de vos projets soit béni, que chaque personne soit bénie, que chaque personne reçoive des bénédictions, de l'amour, et que chaque personne soit autrice d'un plan divin d'amour. Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux, bouger les doigts, les pieds doucement et, euh, et revenir ici et maintenant. Merci beaucoup pour cette séance, cette méditation et, euh, et merci ben, d'avoir partagé ce moment avec moi. Et donc, si vous regardez cet enregistrement en replay, eh bien, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, eh ben, ce que vous en avez pensé. Et puis, je vous dis tout simplement de me suivre sur YouTube, sur Instagram, Peggy Ebring, Food for Food. Euh, ce sera bientôt. Ce seront bientôt des méditations régulières, des inspirations, parce que je crois vraiment que c'est voilà, dans le partage qu'on s'enrichit les uns les autres. Merci beaucoup et merci pour votre présence. Voilà, que la lumière soit toujours avec vous. Elle aide, je dis ça, mais elle est toujours avec vous. Elle est toujours avec vous. Voilà, je vous souhaite de vous ouvrir de plus en plus à cette lumière, à cette beauté, à ces bénédictions qui sont là, ici et maintenant pour vous. Merci et bye bye.